Comment se fait-il qu'un joueur tel que Rafael Nadal, qui a bâti sa légende sur ses capacités mentales et sa force physique, ne soit plus capable de conclure un match sur dur? 4 de ses 5 dernières défaites sur cette surface ont accouché du même scénario. Il break, il mène largement au tableau d'affichage, ou pire encore, il sert pour le match, et pourtant, à chaque fois, il finit par perdre. Mais que pasa en la casa de Rafael Nadal? C'est la question que je me suis posée et à laquelle je vais tenter de répondre avec toi. Tu es nouveau sur cette chaîne? Pour ne rien manquer de l'actualité tennis, abonne-toi et active les notifications en cliquant sur la petite cloche. Le contenu te plaît? Fais-le nous savoir en mettant un pouce bleu. De plus, si tu souhaites prolonger l'échange, tu peux nous suivre sur tous nos réseaux sociaux et rejoindre notre Discord. Je n'ai pas envie de rentrer dans un débat sans fin où l'on se demande si Rafael Nadal est fini, sachant que certes, il a 78% de victoires en carrière sur dur, mais l'Espagnol n'a jamais offert les mêmes garanties sur cette surface qu'un Novak Djokovic ou un Roger Federer. Là, ce qui m'interpelle, c'est plutôt la physionomie de ces dernières déconvenues. Pour étayer mes propos, je vais me baser sur 4 matchs de l'Espagnol. Thiem à l'Open d'Australie 2020, Thiem aux ATP Finals 2020, Medvedev aux ATP Finals 2020, ainsi que Tsitsipas à l'Open d'Australie 2021. Contre Thiem, en Australie, dans le premier set, Nadal mène 5-3. Et il obtient même une balle de première manche sur son service. Il va se faire débreaker, puis il va tout de même mener 2-0 au tie-break avant de perdre ce set. Seconde manche, identique. Nadal mène 4-2 avant de la perdre au tie-break. Il gagne le troisième set. Et quatrième set, il va être mené 5-3 avant de débreaker pour revenir, puis mener 2-1 au tie-break et finalement perdre le match. Contre ce même Thiem aux ATP Finals, le premier set est verrouillé par les serveurs où Nadal va mener 5-2 au tie-break et même obtenir une balle de 7 sur son service. Il perd le tie-break 9-7. Le second set, il break pour mener 4-3. Il se fait débreaker dans la foulée avant de s'incliner en 2 tie-breaks. Contre Medvedev aux ATP Finals, Nadal va mener 6-3, 5-4 et servir pour le match. Il se fera débreaker à ce moment-là. Dans le tie-break, il va commettre des erreurs inhabituelles en coup droit, ce match qu'il ne fait pas et perdre petit à petit le fil du match pour s'incliner en 3 manches. Contre Tsitsipas à Melbourne, il mène 6-3, 6-2. Ne perd qu'un point au service dans la troisième manche avant le tie-break dans lequel il rate 2 matchs faciles. Un coup droit pour finalement subir une troisième remontada en carrière après Federer à Miami 2005 et Fognini à l'US Open 2015. Néanmoins, cette déconvenue est à relativiser par rapport aux autres. En effet, gêné par des douleurs au dos, Nadal n'a pas pu se préparer correctement pour ce tournoi et son corps n'était pas prêt pour un tel challenge physique. Nous l'avons bien vu dans la fin du troisième set où son inquiétude quant à son niveau d'énergie s'est reflétée à travers des erreurs inhabituelles au tie-break. Quand on parle de Rafael Nadal, qu'est-ce qui nous vient naturellement en tête? Ses capacités physiques et surtout sa force mentale incroyable, étant donné que l'Ibérique se bat du premier au dernier point. Il ne lâche jamais rien. Ce qui fait que quand il mène au score, il fait tout pour mettre ses adversaires un petit peu la tête sous l'eau, pour éviter toute représaille adverse. Or, force est de constater que depuis 2020, ce n'est plus le cas. Ses adversaires le savent et surtout en profitent. Et pourtant, la finale de l'US Open 2019 aurait dû nous mettre la puce à l'oreille. À mon sens, c'est un tournant dans la tête de l'Espagnol et surtout dans celle de ses adversaires. Alors oui, Nadal décrocha son 19e titre en Grand Chelem à New York cette année-là, mais rappelle-toi, il mène 7-5, 6-3, 3-2, où il fait le break dans le troisième set. Une volée de coups droits facile, ratée plus loin, il vit son adversaire fondre sur son avance et Nadal se retrouva dans un 5e set irrespirable. Heureusement pour lui, il a encore cette grinta pour s'enlever d'entrée 3 balles de break. Cela étant dit, nous allons tenter de comprendre ce qui peut expliquer ce déclin physique et mental de notre Tolo de Manacor favori,
sur la surface quel est dur et comprendre pourquoi finalement il ne fait plus peur. Je vais te raconter une petite histoire, celle de Rafael Nadal. À l'aube de la saison 2017, Tony Nadal n'entraînera plus son neveu et son protégé. Blessé au poignet une bonne partie de la saison 2016, l'Espagnol est méconnaissable depuis 2 ans. Son nouvel entraîneur, Carlos Moya, va donner un second souffle à sa carrière et à son jeu. À Melbourne, il triomphera d'Alexander Zverev et de Grigor Dimitrov en 5-7 avant de s'incliner contre Roger Federer. Il finira l'année avec 2 majeurs et de nouvelles blessures au genou. L'évolution de Nadal est en marche. Néanmoins, cette dernière va prendre un tout autre tournant durant l'intersaison de l'année suivante. En effet, en 2018, Nadal a été contraint d'abandonner 2 fois en Grand Chelem à l'Open d'Australie contre Marin Cilic, touché à la cuisse droite. Son énorme combat de presque 4 heures contre Diego Schwartzmann en 8e n'y est pas pour rien. Et rebelote à l'US Open en demi-finale contre Del Potro, touché au genou, où il aura connu 2 matchs en 5-7 contre Thiem Khachanov, ainsi qu'à 4-7 contre Basilashvili. Malgré 3 majeurs supplémentaires en 24 mois, c'en est trop. 2 fins de saison de suite tronquées par des blessures, basta! Et c'était surtout la première fois de sa carrière que l'Ibérique devait abandonner dans 2 des 4 tournois du Grand Chelem. Dans la même année à l'Open d'Australie et à l'US Open, un changement devait être fait. À partir de 2019, Carlos Moya va totalement changer le mindset de Rafael Nadal. À l'origine, la mentalité espagnole est la suivante. Pas de points gratuits, ne pas commettre rapidement la faute à l'échange. Ainsi, en limitant les fautes directes, c'est ton adversaire qui va se frustrer et en faire. Moya a su inculquer un nouveau discours à son protégé. Fais un bon service, procure-toi une balle courte et attaque cette balle avec ton coup droit pour gagner le point. Parce que oui, dans l'échange, là où tu as le plus de chances de te procurer une balle courte, c'est quand ton adversaire relance ton service. C'est le seul coup au tennis où la balle va quasi systématiquement au-dessus des 180 km/h. Cela signifie prendre plus de risques, mais également avoir des matchs plus courts et préserver son corps. Lui qui avait pour habitude de faire travailler son adversaire à l'échange pour qu'il aille à la faute, il s'agit d'un changement considérable. Ainsi, le Mallorquin a pris conscience de l'importance du service et de son premier coup de raquette. Le meilleur exemple, la manière dont il sauve l'une des balles de break à 1-0 dans le 5e set de sa finale à l'US Open en 2019. Un service slicé sur le revers de Medvedev, le Russe relance la balle sur le côté revers de Nadal avec une balle courte et basse. L'ancien Nadal n'aurait jamais attaqué cette balle à ce moment du match. Et pourtant là, il va tenir sa ligne, se décaler côté coup droit et attaquer sur le coup droit de son adversaire. Au-delà de cette simple séquence à laquelle on peut rajouter les 41% des points qui se seront terminés au filet dans ce match, on peut également noter des effets visibles sur ses résultats. Dans un premier temps au service. En 2018, il fait 67% de première balle avec derrière 71% de points gagnés. Sur sa seconde, c'est 55% de points gagnés. En 2019, il passe certes moins de première avec seulement 63% en moyenne sur dur, mais derrière, c'est 79% de points gagnés et 59% derrière sa seconde. Ce qui fait que 8 fois sur 10, quand il frappe son premier service, il marque le point. C'est tout simplement colossal. Sa vitesse moyenne a également augmenté, passant de 180 km/h à 192 km/h sur sa première balle et de 148 à 160 km/h sur sa seconde balle. Et surtout dans l'échange, en 2019, dans les Masters 1000, Nadal a certes gagné 58% des échanges de plus de 9 coups, mais ce n'est pas l'information qu'il faut retenir. La donnée à mettre en lumière ici est le nombre d'échanges de plus de 9 coups qu'il a disputés. 600, soit 139 de moins que Roger Federer, 402 de moins que Djokovic et 630 de moins que Medvedev. Et ouais mon gars, ça t'embouche un coin. Bilan des courses,
Le temps moyen des matchs de l'Espagnol sur dur a diminué de 32 minutes entre 2018 et 2019. Si nous mettons en lumière ces 7 matchs que tu vois à l'écran, nous constatons que Nadal s'est mis à dominer les filières courtes et peu à peu à décliner sur les filières longues. 32,4% des points gagnés au-delà de 10 coups contre Tsitsipas à l'Open d'Australie. Finalement, ne faudrait-il pas entraîner l'Espagnol dans de longs échanges pour le battre ? Néanmoins, ce changement vers un tennis plus offensif, avec une plus grande prise de risque, est également un aveu de faiblesse. Tu vas me dire, mais pourquoi parler d'aveu de faiblesse alors que le bonhomme ne cesse de faire évoluer son jeu ? Tout simplement parce que cela montre que Rafael Nadal n'a plus autant confiance en son physique et son endurance que par le passé, notamment sur une surface aussi exigeante que le dur. En 2017, Nadal a disputé 12 tournois sur dur avec un total de 50 matchs sur cette surface. En 2019, ce chiffre va baisser à 7 tournois sur dur pour 38 matchs. Pour prévenir des grosses blessures, Nadal limite ses efforts en adaptant son calendrier. Moins jouer veut dire également que tu peux manquer de rythme à certains moments. Encore plus si ton corps te le fait savoir dès que tu foules des cours en dur, typiquement sa blessure au dos de début d'année à l'Open d'Australie. Et oui, la confiance est la base de tout chez Nadal. Sur les 4 défaites citées, Nadal semblait bien plus fatigué que ses adversaires à la fin du match. C'est pourquoi à l'heure actuelle, je ne le vois pas enchaîner plusieurs gros combats d'affilée en Grand Chelem. À 5-7 avant la finale, tout comme Federer, enterre quasiment ses chances d'aller au bout. De plus, avoir un jeu plus agressif signifie que ta marge d'erreur augmente. Cela entraîne plus de pression sur tes épaules et notamment dans les moments importants. D'autant plus quand tu as passé une grande partie de ta carrière à adopter une stratégie différente avec beaucoup plus de sécurité. C'est comme demander à un marathonien de faire du sprint. J'exagère à peine. On peut noter sa série folle de tie-break perdue contre des membres du top 20. Un seul gagné pour 9 perdus depuis 2020. Dans les moments importants, Nadal n'a pas suffisamment confiance en ses nouveaux atouts pour faire la différence. Cette zone de doute donne lieu à de grosses erreurs, comme nous avons pu le voir. L'illustration parfaite, ce sont ces derniers matchs contre Djokovic et Federer hors terre battue. Depuis 2019, l'Open d'Australie et l'ATP Cup pour l'un et Wimbledon pour l'autre. L'Espagnol se retrouve le cul entre deux chaises, bloqué dans le souvenir de ses victoires passées contre ses plus grands rivaux, l'empêchant d'assumer pleinement ce nouveau style contre eux. On se retrouve avec un Nadal hybride qui passe totalement à côté de son match, comme à Wimbledon en 2019, alors qu'il roulait sur tout le monde jusqu'en demi-finale. Son nouveau style de jeu fonctionne en 2-3 coups de raquette, contre des top 30 où il fait la différence avec son coup droit. Néanmoins, contre des top 10, il peine à assumer cette transition et doute dans les moments clés. On peut rajouter à ça que tous les joueurs qui l'ont battu, petit à petit, s'habituent à son jeu, à sa balle et surtout progressent tout simplement. Pour résumer, fin 2018, Nadal en a eu sa claque d'être blessé tous les 4 matins. Il a changé son style de jeu pour proposer un tennis plus agressif, où il prend plus de risques et où il a compris l'importance du premier coup de raquette. Les résultats sont là. Néanmoins, implicitement, cela montre qu'il a moins confiance en ses capacités physiques, notamment sur une surface comme le dur. Et qu'en plus, qui dit agressivité, dit une marge d'erreur plus grande. Pour un joueur qui marche à la confiance, cela fait beaucoup d'incertitudes. Toutes ces incertitudes, on les retrouve dans les moments importants où Nadal ne réussit pas à faire la différence, qui plus est contre des adversaires en perpétuelle progression. La surface joue, car tous ses doutes sont levés dès qu'il foule de nouveau la terre battue. Pour finir, on peut mettre en parallèle le déclin physique de Rafael Nadal avec celui de Novak Djokovic. Le Serbe peine à avoir une intensité maximale durant toute une partie. Il va avoir des hauts et des bas, mais contrairement à son rival ibérique, il va se montrer très clutch, très performant dans les moments importants. Il va être capable de sortir la bonne première sur balle de break, par exemple. Alors que Rafael Nadal, lui, sur l'ensemble d'une partie,
sa prestation va être plus linéaire étant donné qu'il ne va pas y avoir de gros écarts au score, mais à l'inverse du Serbe, dans les moments qui comptent, les moments importants, il ne va pas être capable de faire la différence étant donné qu'à l'heure actuelle, il n'a pas totalement confiance en son nouveau tennis agressif. Voilà ce que j'avais à dire sur mon GOAT. J'espère t'avoir donné des éléments de réponse pour expliquer un petit peu ce déclin progressif à la fois mental et physique chez Rafael Nadal. N'hésite pas, toi dans les commentaires, à me dire ce que tu en penses, quelles sont tes explications. Et nous on se retrouve très vite. D'ici là, porte-toi bien. Ciao ciao tout le monde.